Je voterai en conscience Emmanuel Macron. J'appelle et je voterai Marine Le Pen. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. J'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Europe 1, Élysée 2022. Dimitri Pavlenko. Dans les voix des 4 candidats que vous venez d'entendre, déjà se dessinent les dynamiques du second tour qui a commencé dès 20h02, on peut dire. On en parle ce matin. Quelle perspective pour les 2 semaines à venir? On en parle avec Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Et on retrouve Jacques Serret, Louis Dragnel du service politique d'Europe 1. Rebonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Dis donc en cœur, les leçons du premier tour. Alors, je commence avec Frédéric Dabi. Peut-être une réaction à ce que disait à l'instant Mathieu Bock-Côté, qui reprochait aux instituts de sondage, alors non de s'être planté, puisque en gros vous avez le tiercé à peu près tous, mais pas tout à fait les bons scores. Mais est-ce que effectivement la pression des sondages sur les électeurs n'a-t-elle pas favorisé cette concentration du vote, comme on l'a vu sur les 3 principaux candidats? Alors Mathieu Bock-Côté rentre dans le folklore habituel de taper sur les sondages. On a bien vu ça pendant la campagne. On est content de notre production. C'est vrai qu'on a donné tous les candidats, le tiercé de l'ordre, ce qui n'a pas été vu, parce qu'un sondage ne peut pas tout. C'est la dynamique incroyable de Jean-Luc Mélenchon en fin de campagne. Je ne pense pas que ce sont les sondages qui ont fait qu'il a connu cette dynamique. Il était à 17-18 dans les sondages vendredi. Dans notre dernier rolling confidentiel de samedi, qui maintenant va être diffusé. En tout cas, c'était jamais vu, cette logique de vote utile qui a été enclenchée si tardivement. Ce qui explique aussi que dans les enquêtes, Valérie Pécresse était à 8-9, elle finit en dessous de 5, parce qu'il y a un vote utile. On le voit dans notre sondage jour du vote. 38% des électeurs filles en 2017 vont chez Emmanuel Macron. Valérie Pécresse n'en prend plus que 20%. Maintenant, l'influence des sondages, on pourrait faire des heures. Je rappelle toujours une enquête IFOP il y a une dizaine d'années. On demande aux Français, est-ce que les sondages influencent le vote des Français? Ils disent oui à 75%. Et est-ce que les sondages influencent votre propre vote personnel? Oui, devient 13%. L'influence, c'est toujours les autres. Je ne pense pas que ce soit les sondages qui ont favorisé cette concentration. Il y a eu des logiques de mobilisation très fortes et des logiques de vote utile. Alors, vous dites ce matin dans l'opinion, Frédéric Dabi, que c'est un 3e 21 avril qui s'est déroulé hier soir. C'est une élection, peut-être sans faire de grandes phrases, qui marque la fin de 50 années de vie politique dominée par le bloc de gauche, le bloc de droite. On aurait pu croire que 2017, j'avais appelé ça le 42 avril, le double 21 avril connu par Benoît Hamon pour le PS et François Fillon pour la droite, était un accident de l'histoire. Ce n'est pas le cas. 3e 21 avril pour la gauche, 3e défaite de suite pour la droite républicaine. L'addition des voix un petit peu audacieuse, Hidalgo-Pécresse fait à peine 6%. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais ça montre que, sans doute, une nouvelle page de la vie politique s'ouvre, avec en plus sans doute le retrait de Jean-Luc Mélenchon après 3 campagnes présidentielles. Ça va être un bouleversement encore plus fort que celui connu en 2017. Alors je pense que les auditeurs qui nous écoutent ont maintenant intégré les grandes données du premier tour. Je pense qu'il est temps de commencer à se projeter sur le second. Jacques Serret, je commence avec vous, alors, parce que vous suivez Emmanuel Macron depuis des semaines et des semaines. Est-ce qu'on a idée aujourd'hui de la stratégie qu'il veut mettre en place en vue du second tour? Qu'est-ce qu'il va faire dans les 12 prochains jours qui nous conduisent au vendredi de la semaine prochaine, au vendredi 22, à un moment auquel s'interrompra la campagne de cet entre-deux tours? Alors c'est une campagne qui repart de zéro. C'est-à-dire c'est le message qui est ressassé dans l'entourage du président candidat. C'est les compteurs sont remis à zéro. Si j'étais méchant, je dirais elle part de zéro, parce qu'elle n'est pas vraiment partie pour lui. Oui, mais en tout cas, voilà, c'est maintenant vraiment que Emmanuel Macron va rentrer dans le dur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a fait peu de déplacements ces dernières semaines, 3, 4 tout au plus, un seul meeting, une conférence de presse, mais voilà, ça s'est arrêté à ça. Et là, ça attaque dès ce matin, c'est-à-dire que là, il part dans le Nord ce matin, il va à Denain, il sera du côté de Strasbourg dans le Grand Est demain. Alors vous nous expliquiez Denain, où il est arrivé assez loin hier, je crois 2e ou 3e. Oui, c'est ça. Et Strasbourg, 3e derrière derrière Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et là on voit le combattant qu'il aime bien se confronter à l'opposition. Et c'est la première fois durant cette campagne qu'il va sur des terres hostiles. C'est-à-dire jusqu'à présent, il était allé à Pau, sur les terres de François Bayrou, il était allé à Poissy chez Carl Olive, chez Richard Ferrand, en Bretagne. C'est vraiment assez consensuel, tout était plutôt bien cadré. Là, voilà, il va aller sur des terrains qui ne sont pas du tout acquis à sa cause. Donc c'est une campagne qui n'aura rien à voir de ce qu'on a pu connaître ces dernières semaines. Et qu'est-ce qu'on va l'entendre dire, pensez-vous? Parce que moi je lis ce matin dans la presse, l'objectif pour lui, ça va être
de cogner Marine Le Pen, mais pas tout à fait comme ça se faisait en 2017, en mode il faut faire barrage au Rassemblement national. Non, vraiment, on sent qu'il va la prendre plus au sérieux. Ouais, ils ont le sentiment que ce discours de diaboliser d'extrême droite, donc c'est utilisé parce que ça peut marcher, mais ça va pas être là la source des solutions, en tout cas, pour combattre Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'il faut aller la chercher sur son programme économique. C'est ce que les soutiens du président disent, c'est-à-dire décrédibiliser, mais sur des points précis de son programme. C'est-à-dire que le Front républicain, aujourd'hui, il est plus si clair, plus si net, et donc il faut vraiment aller sur des cas concrets, montrer aux petits artisans, montrer aux salariés classiques que finalement c'est vraiment sur des points précis du programme de Marine Le Pen qu'il faut la mettre en défaut. Bon, et Louis Dragdel, alors maintenant de l'autre côté, chez Marine Le Pen, moi j'ai écouté attentivement, je pense vous aussi, le discours qu'elle a prononcé juste après 20 heures. Alors d'abord, l'impression de ressenti, c'est que ce discours, ça fait 3 semaines qu'il est écrit, d'une certaine manière. Je serai la présidente de tous les Français, je n'ai plus d'attache partisane, les yeux dans les yeux avec chacun d'entre nous. C'est ça la stratégie qu'elle va déployer là, dans cet entre-deux tours? Oui, en fait, c'est la stratégie qu'elle utilisait aussi pendant le premier tour. Il y a quand même une différence, ce que j'ai trouvé intéressant dans le discours de Marine Le Pen hier, il y a vraiment 2 parties qui sont pas totalement équilibrées. La première partie, c'est le premier tiers de son discours. Elle évoque clairement les enjeux de civilisation. Donc là, c'est clairement un clin d'œil appuyé à l'électorat d'Éric Zemmour, sécurité, immigration. Les Français devront arbitrer entre 2 visions opposées de l'avenir, le camp de la division et celui du rassemblement. Évidemment, le sien étant celui du rassemblement. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la première partie pour essayer de rassurer, de parler aux électeurs de droite. Et puis, il y avait quand même une grande partie qui était consacrée vraiment aux questions sociales, aux questions de pouvoir d'achat, aux questions de chômage, aux questions surtout de réforme des retraites. Et c'est là-dessus que Marine Le Pen va attaquer Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron propose la retraite à 65 ans pour tous, et Marine Le Pen, dans son programme, en fait, la propose à 60 ou 62 ans, mais essentiellement 62 ans, et clairement, elle va essayer de convaincre les mélenchonistes vraiment qu'il y a des convergences, il y a des vrais points communs dans le programme de Jean-Luc Mélenchon et dans le sien, donc voilà, parce qu'elle accuse quand même un retard de voix. Si on regarde simplement en nombre de voix, en valeur absolue, je trouve que c'est toujours intéressant, parce qu'on parle des pourcentages, mais on oublie ça. Et en fait, elle a quand même progressé depuis 2017. Elle avait fait 7,6 millions de voix en 2017. Là, elle fait 8,1 millions. Donc c'est quand même une belle progression. Mais Emmanuel Macron progresse beaucoup plus qu'elle. Il avait fait 8,6 millions et là, il est à 9,5, 9,6 millions ce matin. Donc il va falloir aller chercher les voix. C'est ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Frédéric Dabi. Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant de voir que et Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont progressé par rapport à 2017. Ça, les sondages le disaient, mais comme le dit Louis, avec les voix, c'est beaucoup plus spectaculaire. Ça montre, c'est un des enseignements de ce scrutin à mes yeux, c'est cette segmentation, cette coupure en deux de la vie politique française. Le local, dominé toujours outrageusement par des partis qui ont fait des scores si faibles hier soir, LR, le PS, 1 degré moins d'Europe Écologie Les Verts ou le Parti communiste français. Donc ils n'auront pas de problème de parrainage pour la... Ah non, ils n'auront jamais de problème de parrainage, y compris pour 2027, puisque voilà, il n'y aura pas de problème. Et de l'autre, le champ politique national dominé et renforcé encore par ce duopole Macron-Le Pen. Sur la retraite, c'est vrai que ça peut être un élément très important et le cœur de la campagne, dans une logique de distinction. C'est peut-être la mesure du programme du président Macron qui est le moins bien passé. Parce que pour beaucoup de Français, la retraite à 60 ans, qui est maintenant à 62 ans, c'est un acquis social. Et surtout, ils ne croient pas à l'efficacité des mesures. Les Français se situent dans une logique de der. C'est-à-dire, à chaque réforme des retraites, on nous a dit c'est la dernière réforme pour sauver le système. Sous Fillon, sous Jean-Marc Ayrault. Et là, on voit que le système est toujours défectueux. Ça peut être un vrai point pour séduire une partie d'un électorat de gauche. Dans notre sondage soir du vote, on voit que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon se reporte à, en gros, 1/4 chez Marine Le Pen, 1/3 chez Emmanuel Macron, le reste dans l'abstention. C'est là où les choses peuvent peut-être bouger. Oui. Alors d'ailleurs, vous donnez un sondage ce matin. Bon, ça commence à tomber, les estimations. Alors, je suis frappé quand même par les écarts. Alors, vous dites chez IFOP 51-49. Oui. Donc c'est vraiment là, on est dans la marge d'erreur. Tout à fait, on n'est pas loin. Je ne sais plus quel institut donne 54-46. C'est Ipsos. Voilà, Ipsos. Ça fait un écart de 8 points. Oui. Alors,
Je ne sais pas quand le sondage a été fait, nous on l'a commencé à 20h. Ouais. Il faut les résultats connus. Un de nos confrères donne aussi un rapport de force aussi serré. En tout cas, voilà. On va vous dire c'est pour faire peur. Hein. On n'a aucun intérêt à faire ça. Et d'abord, on croit à nos chiffres. Parfois, ça passe Les bien. esprits malins diront Oui, c'est il y en fait a pour beaucoup. faire peur. Il y en a beaucoup, mais pas ici. Votre intérêt, Pas là, ici pour le sur coup Europe 1. commercial, c'est quand même d'être fidèle, d'être le plus proche Bah oui, possible de ce qui va se produire. Et c'est vrai que voilà, je suis tout à fait d'accord avec lui. En tout cas, on relance aujourd'hui notre rolling, notre enquête quotidienne avec notamment Paris Match, et on verra comment ce chiffre bougera. N'oublions pas qu'en 2017, au lendemain du premier tour, le rapport de force était de 61-39. On voit qu'on a quand même 10 points de moins. Les temps ont changé. Emmanuel Macron ne pourra pas se contenter du rejet automatique de Marine Le Pen, de l'épouvantail de l'extrême droite. Il va devoir convaincre sur sa crédibilité et sur aussi l'idée qu'il incarne la projection. Ce qui m'a frappé dans cette campagne, c'est à quel point on a eu le sentiment que Marine Le Pen incarnait le changement et Emmanuel Macron, dans le contexte de crise protéiforme que l'on connaît, le statu quo, le rempart. Et là, c'est toujours quelque chose qui n'est pas bon pour un président sortant quand il est le statu quo, ils n'ont pas la projection. Ouais, c'est intéressant. Il y a presque une inversion des rôles par rapport à 2017, Jacques Soré. Hein. Oui, et juste pour rebondir sur ce que dit Frédéric, c'est dans le discours aujourd'hui qui est en train de se modeler autour d'Emmanuel Macron pour cette campagne de deuxième tour, c'est-à-dire que ce ne doit pas être un vote contre Marine Le Pen, mais les stratèges de la Macronie veulent un vote pour, c'est-à-dire un vote d'adhésion. Alors, même si voilà, c'est une adhésion partielle parfois pour les électeurs de gauche ou de droite, mais ils ne voient pas une bonne stratégie dans le vote contre Marine Le Pen, parce que ça ne va pas marcher. Est-ce qu'il fera des concessions sur son programme Emmanuel Macron dans cet entre-deux tours? Parce que quand on l'écoute attentivement hier soir... Il parle de nouvelles méthodes. Oui, alors il dit nouvelles méthodes, mais il dit de l'autre, j'admets qu'il y ait parmi les gens qui vont appeler à voter pour moi, que tout le monde ne soit pas d'accord avec moi, j'en prends acte. Ça donne pas vraiment l'impression d'un candidat prêt à faire des concessions ou à infléchir certains points de son programme. Ce sera intéressant à suivre durant ces 15 jours de sprint qui viennent là, mais certainement qu'il va devoir avoir des concessions, parce qu'en tout cas, je dirais pas qu'il y a un climat de fébrilité. En tout cas, hier, parmi ses soutiens, il y avait une sérénité, une confiance, mais c'était pas non plus l'effusion de joie. C'est-à-dire que c'est pris très au sérieux, notamment les projections qui sont faites par les instituts de sondage. Alors il y a ça, et puis il va y avoir aussi les vacheries. Alors j'en donne 2-3. Jordan Bardella appelant Emmanuel Macron McKinsey. Et puis par exemple Jean-Michel Blanquer proposant une fake news en l'occurrence en disant les emprunts russes de Marine Le Pen. Bah non, c'est une banque hongroise qui lui a prêté l'argent de sa campagne. Ah mais là vous pouvez être certain, tous les coups sont permis là pour ce deuxième tour, parce que l'enjeu est extrêmement important et c'est pour ça que on dit depuis quelques heures maintenant que Emmanuel Macron ne veut pas diaboliser Marine Le Pen. Dans les faits, c'est ce qu'il va faire. Dans les faits, au-delà des mots, on écoutait hier soir sur les plateaux de télévision les ministres dire non mais il faut vraiment prendre Marine Le Pen ligne par ligne en fonction de son programme. Et pourtant, à chaque fois, on entendait quand même cette diabolisation, ce lien avec son père, les liens avec la Russie, alors que pourtant elle a bien expliqué qu'elle s'était, dans les premières d'ailleurs, qu'elle s'était éloignée de Vladimir Poutine, et même elle condamnait assez fermement. Et donc on est en train de revivre quand même le positionnement entre le camp du bien et le camp du mal. Et tout l'enjeu pour Marine Le Pen, c'est d'essayer de montrer qu'elle n'est pas le camp du mal. McKinsey ou Poutine, qu'est-ce qui va peser le plus lourd selon vous, Frédéric Dabi? On verra comment ça sera mobilisé. C'est de l'ultra-caricature, Non, c'est pendant la campagne. En tout cas, on a vu après l'agression russe que Marine Le Pen n'a pas baissé en intention de vote, alors qu'il y a eu un vrai effondrement d'Éric Zemmour. Je rappelle que dans notre rolling fiducial, à la veille de l'agression russe, Éric Zemmour est à 1,5 point devant Marine Le Pen et qualifié, avec des gros guillemets, pour le second tour. McKinsey peut être une sorte de poison lent, parce que ça touche les cases de la gabegie, de l'impunité et de l'idée qu'on a confié des intérêts publics à du privé. Les Français n'aiment pas ça. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP avec nous ce matin, et Jacques Sorel, Louis Dragnel du service politique d'Europe 1. Bonne campagne messieurs, vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas terminé. Ils sont un peu tirés, mais ils adorent ça. Ils ont les yeux un peu tirés, mais ils aiment bien. Merci messieurs.